Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une vidéo Marvel, une vidéo débat où on va vous présenter, après la diffusion d'Ant-Man Quantum Mania, un peu la méthode Marvel, puisque on peut le dire maintenant, après la phase 4, avec Quantum Mania, avec également les séries et potentiellement avec ce qui arrive, qu'il y a bel et bien une manière de produire, une manière de faire les films, une raison aussi derrière tout ça, qui peut-être vous aussi vous épuise. On rappelle, on contextualise. On a donc Quantum Mania qui globalement se fait détruire. On a, et je vous invite à regarder la critique, on a Kevin Feige qui lui dit qu'il y a trop de séries sur et Marvel sur Disney+. On a Disney qui n'est pas en forme, Greg vous en parlera. On a également Feige qui dit non, non, c'est pas vrai, il n'y a pas de lassitude autour des super-héros. S'il le dit, comme disait Greg dans la vidéo critique d'Ant-Man, c'est que forcément il y en a une. On va pas parler d'un truc qui n'existe pas si ça n'existe pas. Là, on voit bien que c'est un Feige qui essaye de rassurer les gens, en tout cas de se voiler la face. Enfin bref, il y a une méthode et après vous avoir expliqué cette méthode, on va vous expliquer nous quel est notre ressenti sur la situation actuelle de Marvel et les conséquences de cette fameuse méthode sur ce qu'on a pu voir et sur du coup ce que l'on imagine pour la suite. Greg, présente-nous un peu ça. Alors déjà pour compléter ton introduction, Marvel, donc ça appartient à Disney évidemment, et Disney ça va pas bien du tout. Disney, suivant les analyses financières, suivant les rapports, on parle de plusieurs milliards qui sont perdus ces derniers temps. Il y a une chose qui est simple à vérifier, c'est sa valorisation boursière, sa valorisation boursière. Disney a perdu 123 milliards de valorisation boursière l'année dernière. Donc ça va pas bien du tout chez Disney. Ils ont des problèmes de cash flow, d'argent en fait, liquidité. Le sujet est très vaste. On réfléchissait à peut-être vous faire une vidéo sur Disney parce que ça a un impact sur les films qu'on voit, ça a un impact sur les films et les séries qui sont annulés ou qui ne sont même plus, qui sont un peu retirés des choses qu'on voit. Et pour les personnes qui vont, ça a un impact sur le prix des billets à Disneyland et sur l'augmentation des options. Mais sans rentrer dans tous ces détails, parce que pour avoir un tout petit peu travaillé le sujet avant, c'est assez dense. Et en gros, ce qu'il faut voir, c'est que Disney a besoin de succès au cinéma. Disney a vraiment besoin d'avoir des films du MCU qui sont des cash machines, et à côté de ça, d'avoir Disney qui arrête de perdre de l'argent, parce qu'une très grosse partie des pertes encaissées, ou décaissées, de la manière dont vous voulez le voir, ça vient de Disney+. Disney+, qui au moment où on a enregistré la vidéo, a eu pour la première fois une perte majeure d'abonnés. Et évidemment, ça plaît ni au boss, ni à du coup la bourse. Donc du coup, chez Disney, ça va pas très bien. Et vous allez me dire, mais on a cliqué sur une vidéo sur le MCU et le mec il nous parle de pognon de Disney. C'est un petit peu parce que les deux sont liés. Déjà, la première problématique, on va parler du scénario, on va parler de tout ça et de la promesse des Kang, etc. Ça, c'est important pour parler des phases 5 et 6. Mais il faut comprendre que là, Marvel a plus qu'avant et un peu dos au mur. C'est-à-dire que les derniers films qu'ils ont faits n'ont pas autant marché que leurs attentes, loin de là. Et du coup, maintenant, il est temps que du côté de Kevin Feige, du côté de Bob Iger, que les films MCU soient des cash machines qui soient juste rentables. Que le film soit bien, etc., évidemment, eux, ils l'espèrent, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'ils gagnent de l'argent. Et je pense que ce shift, cette problématique, elle se voit dans les films, elle se voit dans Quantum Mania. C'est des films qui sont construits avec des budgets qui sont beaucoup plus optimisés. On a toujours des money shots, ces plans qui sont faits pour envoyer plein la gueule, mais à côté de ça, on a, j'en parlais dans la critique, on a des plans qui sont faits avec le volume, donc cette technologie de plans qui sont avec plein d'écrans de LED qui sont tout autour d'eux pour donner l'impression qu'ils sont dans un décor, et qui font que ça appauvrit nous, spectateurs, ce qu'on voit. On voit plus les décors qui sont refaits en 3D, on voit pas un vrai désert quand ils sont dans un désert, on voit juste du flou à l'arrière. Là, le plan que Daniel met à l'image, c'est peut-être un des plans qui est un des rares plans qui est resté où il n'y a pas juste du flou derrière les personnages.
Il y a cette scène où ils sont en train d'aller chercher le corps de Fusion. En fait, c'est une pièce vide, c'est une pièce noire. Le décor, c'est noir, ils sont même pas fâchés. Donc, en fait, le truc, c'est que on a vraiment une production qui est plus serrée. On a eu, il y a pile un an, de nombreuses personnes qui travaillent au graphisme des films Marvel qui disaient qu'ils étaient en burn-out parce qu'en fait, là où avant, pour un film, pour un plan spécifiquement, il y avait une équipe de 6 personnes qui travaillaient pendant un mois, là maintenant, c'était 2 personnes qui étaient attribuées pour 2 à 3 semaines et que donc, eux, ça les mettait en situation de burn-out parce qu'ils enchaînaient des rushs et à côté de ça, du coup, ils avaient des critiques carrément pour Tove Love and Thunder. Le réalisateur avait publiquement moqué certains trucages du film. Donc en fait, on avait au début, enfin en tout cas à titre personnel, j'avais pas compris que c'était pour des raisons financières. J'avais l'impression que c'était pour essayer de mettre la pression pour que les films sortent plus vite. Non, il y a un vrai problème d'argent chez Disney, ce qui était inenvisageable il y a quelques années. Donc, le premier problème, c'est que la production, c'est de plus en plus serré. Le deuxième problème qui va avec ça, c'est évidemment qu'il faut que les films soient des succès. Donc, il faut que les films, ce soit une recette. Une recette qui est la recette, l'ingrédient. Voilà. Quand on suit la recette des crêpes, on met du sucre, on met du machin. En fait, ils ont pris une espèce de recette. On va avoir du Thor Ragnarok partout, donc il faut qu'il y ait des extraterrestres, des créatures qui soient là, de l'humour, et il faut qu'on ait des moments avec des héros qui sont en difficulté, épiques et tout. Et je trouve ça très intéressant que dans She-Hulk, ils aient montré Kevin Feige en IA, parce que vraiment, quand on regarde Quantum Mania, ça se demandait si c'est pas une IA qui a généré en fait ce film. Il y a un certain quota de films avec des rebelles de discussion, un certain quota de combat, avec un rythme très particulier. Et c'est vraiment à se demander à quel moment, en fait, on est en train de suivre un auteur qui a écrit chapitre 1, ligne 1, ou à quel point on a juste suivi un ensemble de réunions marketing qui ont donné un scénario. Est-ce que toi, tu le sens, Kerr, ce côté vraiment très stéréotypé des scénarios qui commencent? En plus, on a... du coup, Ant-Man, qui n'était pas forcément fait pour aller dans l'espace, et donc, hop, et ben on fait l'espace dans le monde quantique. Est-ce que toi aussi, quand tu allais voir les derniers films, tu avais l'impression de voir des stéréotypes un peu tout le temps de Thor Ragnarok? Tu parles de Thor Ragnarok, mais en fait, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est les Gardiens de la Galaxie, en fait, le premier. Et ils ont récupéré, en fait, sur plein de points, la recette des Gardiens de la Galaxie, en moins bien. C'est-à-dire, comme tu le dis, une tripotée d'extraterrestres et de personnages secondaires qui sont censés être marrants et extraterrestres. Donc, t'as Korg, là, t'as l'espèce de gelée flambi rouge. Et tu l'as dans plein de films Marvel maintenant. Et ça, c'est un vrai problème. T'as toujours par exemple, tu vois, ça me fait penser à Goose aussi dans Captain Marvel. T'as toujours, voilà, ces personnages-là, cet univers extraterrestre qui est plus ou moins pompé du côté de Star Wars. Et t'as l'humour. T'as l'humour qui avait été utilisé à bon escient dans Avengers, dans les Gardiens de la Galaxie, dans Ant-Man, qui avait su être mis de côté dans des films où il n'y avait pas forcément de place à l'humour, ou alors c'était très subtil. Par exemple, je pense à Endgame, tu vois, il y a une vanne ou deux de Star-Lord à Gamora quand il la retrouve, mais c'est à peu près tout. Et Marvel avait réussi à bien doser à peu près la chose. Là, maintenant, c'est plus du tout le cas. Les problèmes de la phase 4, c'est en effet, tu as l'impression qu'il y a un scénario générique qui se répète. Et dans Ant-Man Quantumania, ce que je disais dans la critique, tu le comprends pas. Moi, j'avais envie de voir c'était quoi le monde quantique. Ah bah en fait, j'avais pas compris que le monde quantique c'était Star Wars. Bah, il fallait me prévenir. Moi, si on me dit que dans un atome, en fait, il y a Dark Vador et Obi-Wan Kenobi version Wish, bah, tout de suite, je vais regarder les microbes et les bactéries d'un tout autre regard. Enfin bref, vas-y, continue mon cher. Et du coup, problème de moyens, problème de production qui est très stéréotypée, et du coup,
problème à attirer les réalisateurs. C'est-à-dire que là, il y a 3-4 mois, il y a Kevin Feige qui a fait une annonce dans une interview en disant qu'ils allaient laisser un peu plus la parole aux créateurs. Et, truc qui est sorti un peu de nulle part parce que c'était entre 2 films et tout. Mais je pense que là, à l'heure actuelle, si vous êtes Damien Chazelle, par exemple, vous êtes Damien Chazelle, vous avez fait 3 films qui sont considérés comme excellents. Quel intérêt vous allez avoir à aller au MCU? Vous pouvez avoir un deal avec Netflix, vous pouvez avoir un deal avec Prime, vous pouvez avoir un deal cinéma. Vous êtes Nolan. Qui est-ce qui va vous intéresser? Quel est votre intérêt à aller faire un film du MCU? Ils peuvent sortir le chèque. Mais est-ce qu'il vaut mieux sortir un chèque? Parce que pour l'instant, ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient les personnes qui payaient le plus cher leur réalisateur. Mais Nolan, en fait, il peut faire Oppenheimer, il peut aller faire un autre film. Et du coup, là, je vous prends le haut du panier. Mais en dessous, les meilleurs réalisateurs en ce moment, ils n'ont pas envie. Ils ont des propositions. En fait, il y a une pléthore de propositions. Là où avant, il y avait peu de studios, il y avait moins de films. Il y a une explosion du nombre de tournages, une explosion du nombre de propositions et de studios. Est-ce que ça va être en streaming pur? Est-ce que ça va être en diffusion simultanée? Est-ce que ça va être en léger différé? Donc en fait, le truc, c'est que pour eux, d'être sexy avec leurs films stéréotypés, avec des problèmes de production pour un réalisateur donné, je pense que moyen en fait. Et du coup, Ant-Man, c'est un très bon exemple. Ils avaient Edgar Wright à l'écriture pour les Ant-Man. Et conflit artistique, il s'est barré, et maintenant on a des Ant-Man qui sont sur des lignes droites. Et autant le 1 et le 2 pouvaient... Et c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul, parce que si tu élargis un petit peu, Scott Derrickson s'est fait virer de Doctor Strange 2, alors que au final, il a même pas eu l'opportunité de présenter son scénar, tout simplement parce qu'il avait dit qu'il voulait lui faire de Doctor Strange 2 un vrai film d'horreur, ce que DC s'apprête à faire avec Swamp Thing. T'as à côté de ça, tu te rappelles les créateurs de Lego La Grande Aventure, qui étaient sur Solo, qui se sont fait dégager pour être remplacés par Ron Howard, qui a du coup pondu peut-être son film sur commande le moins abouti. Enfin, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de problème. Sauf qu'on on en parle moins que pour DC. Sur DC, c'est plus médiatisé. Quand il y a un réalisateur qui s'en va, ça fait davantage de bruit. Tu vois, David Ayer sur Suicide Squad, il a beaucoup parlé, etc., etc. Mais rappelons-nous du réalisateur des 4 Fantastiques, Josh Trank, si je dis pas de bêtises. Quand il a terminé les 4 Fantastiques, il était en conflit méga vénère. Alors c'était à l'époque avec la Fox, mais il y a souvent des problèmes entre réalisateurs et les gros studios sur les films de super-héros, parce que ils n'ont pas du tout la main sur le final cut ou même sur le projet général. En fait, les mecs ils filment et puis après on leur prend ce qui est intéressant ou pas dans ce qu'ils ont filmé, et puis basta quoi. Et du coup, mon cher Kerr, en fait, ça fait un MCU qui, si tu n'as pas de nouveau cerveau, c'est pas facile d'évoluer. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un côté vase clos. Et c'est vrai que j'ai du mal à croire que là maintenant, il n'y a pas un cahier des charges, il faut faire ci, il faut faire ça. Et à 10 minutes, il faut que de nouveau il y ait une scène d'action, et puis etc. etc. Donc c'est vrai. Et puis après, j'ai envie de te dire, ils ont pris un risque avec Les Immortels, qui est moi mon film préféré de la phase 4. Mais qui n'est pas un film qui a particulièrement marché. Et donc en fait le MCU, en fait c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur pendant longtemps, et moi je n'ai qu'une envie, c'est de voir des bons films du MCU. Au final, c'est des personnages qui sont avec nous depuis plus d'une dizaine d'années. C'est l'avènement de la culture qui était la culture geek de mon adolescence, qui était... franchement, les comics, c'était un truc dont je parlais pas avec les anciens, quoi. C'était un truc... t'étais pas bien dans ta tête si tu lisais ça. Enfin, en tout cas, dans mon coin. Et le truc, c'est que du coup, c'était... ça y est, en fait. Non, c'est pas un truc pour les gamins. Il y a des vraies histoires, il y a des trucs. Et puis, c'était geek is chic, quoi. Et là, le MCU... il est, je pense, vraiment en panne. Et en fait, donc, certes, la phase 4 était, pour moi, en tout cas, assez décevante. Les 2 seules productions que j'ai pu aimer, et je sais qu'elles font pas de l'unanimité, c'est Loki, que j'ai trouvé vraiment la meilleure proposition de
de la phase. Et le film que j'ai préféré, c'est les Eternals. Et je sais que les Eternals, c'est pas forcément le film préféré de tout le monde. Et là, au final, avec le redébut de... Et quelle était la phase 4 ? Qui était le méchant de cette phase 4 ? Quel était le sens de cette phase 4 ? On n'a plus ou moins pas compris, enfin, je pense. Bah, ils l'ont dit, il n'y en a pas. C'était censé... de la transition. J'ai vraiment l'impression que c'était censé être quelque chose au début, et puis après ça a changé, puis après c'est revenu. Et là, au final, on s'est retrouvé avec rien. Et là, phase 5 et phase 6, c'est clair. Phase 5 et phase 6, c'est Kang... Kang Dynasty, c'est eux qui vont être vraiment les... Là, déjà, tu as dit un truc avec lequel je suis pas d'accord, et je te propose de réfléchir sur ce point-là. Parce que tu dis, mon cher Greg, que la phase 5 et la phase 6, et tu le dis à juste titre, c'est la phase de Kang. Et c'est ce qui a été annoncé par Kevin Feige. Voici le planning, mon cher Greg, et dis-moi si tu vois du Kang dans ce que je vais t'annoncer. Les Gardiens de la Galaxie 3, moi, je vois pas du Kang. The Marvels, au vu du pitch qui a été révélé et officiel, je vois pas du Kang. Pas de raison de voir du Kang dans le prochain Captain America avec le Faucon. Thunderbolts, pas de raison non plus de voir ça là-dedans. Blade, pareil. Deadpool 3, on n'en parle même pas. Début de la phase 6. Les 4 Fantastiques, alors il y a un film qui n'a pas été annoncé, donc là qui pourra être intéressant sur Kang, pourquoi pas. Les 4 Fantastiques, why not ? Et ensuite on a les 2 Avengers, qui sont sur Kang. Donc là, les 2 Avengers, ok, ils sont sur Kang. Et si tu checkes du côté des séries télé, celle qui me chauffe le plus, c'est Secret Invasion, qui est la prochaine. Mais est-ce qu'elle va revenir sur Kang ? J'ai d'énormes doutes. Echo, c'est évident que ça va plutôt introduire Daredevil et développer l'histoire d'Echo que d'aborder Kang. Ironheart, aucune raison de voir Kang. Agatha, aucune raison de voir Kang. Daredevil Born Again, alors là, aucune raison. Marvel Zombie, c'est la même chose. Wonder Man, je ne sais pas. La série sur le Wakanda, aucune raison qu'il y ait Kang. Et la série sur Vision, pareil. Donc au final, on nous présente la phase 5 et la phase 6 en nous disant c'est la phase de Kang. Mais moi, je pense vraiment qu'on va être sur une phase 5 et une phase 6 qui va avoir l'allure de la phase 4, c'est-à-dire des projets qui sont indépendants finalement les uns des autres, avec des tout petits liens ici et là entre des personnages divers et variés, mais que la phase 5 et 6, ça va être comme la phase 4. Sauf qu'au final, on aura un grand méchant qui aura été teasé un peu à la Thanos, mais qui sera pas extrêmement important. À part dans Loki, c'est tout quoi. T'en penses quoi ? Bah, j'en pense que il est possible d'avoir la vision que tu as, qui est assez réaliste et qui se base sur ce qu'on a pu voir de la phase 4. Maintenant, on a eu la présentation d'un nombre presque infini de Kang, et donc on pourrait imaginer que derrière les problèmes de plusieurs des productions qui vont arriver se cache un Kang. Un Kang qui est plutôt du genre à être télépathique, plutôt scientifique, etc., etc. Et en fait, il pourrait être donc du coup le lien de tous les problèmes de ces Avengers et New Avengers. Le truc, c'est qu'en plus, le film se termine quasiment sur, je pense, The Quantumania, sur le fait que les Kang disent ils se rapprochent trop du multivers. Donc en gros, nos Avengers, la Terre qu'on suit, sont devenus un problème. Accessoirement, je me permets juste de rappeler, donc dans les Eternals, il y a Dieu qui arrive devant la planète. Il n'y a plus personne qui en a jamais parlé. C'est-à-dire que là, si demain, vous imaginez qu'il y a Dieu qui apparaît devant tout le monde, qui tend la main comme ça et dans la paume de sa main, il y a quelque chose, il disparaît, tout le monde dit c'est un mardi, quoi. Et enfin bref. Donc au final, il y a la possibilité que ces Kang soient présents dans un peu tout. Et après, il y a aussi la possibilité que tout soit déconnecté. Moi, une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment faire la vidéo, c'était parce qu'il y a d'un côté Kang qu'on nous présente comme étant le Big Bad, sauf que là, il se fait marcher dessus par des fourmis. Donc on rappelle, il est défait par 3 choses. Il y a une première bataille où il se fait piétiner par des fourmis.
le plus puissant de tous les Kang, qui est censé être la nouvelle menace aussi puissante, plus forte que Thanos, parce que Thanos a liquidé la moitié des personnes d'une galaxie. Kang, le conquérant, lui, il a détruit des univers. Et donc cette menace qui est encore plus grande, eh bien, des fourmis lui ont marché dessus. Ensuite, quand il a commencé à reprendre et encore, il n'était pas en bonne posture contre des fourmis. Là, c'est MODOK, le personnage le plus ridicule du MCU, qui l'explose. Et à la fin du film, c'est la guêpe qui le liquide toute seule. Donc en fait, le truc, c'est que ce personnage qui nous est décrit comme... Attention, Thanos, il n'aura qu'à bien se tenir parce que l'autre, il le maîtrise quand il veut. Là, il est ridiculisé. Et c'est lui le plus puissant de tous les Kang que l'assemblée des Kang que vont affronter nos Avengers craint de ouf et l'ont mis dans une prison quantique pour que jamais il n'apparaisse. Donc en fait, la proposition, elle est follement débile en fait. Le truc, c'est que quand on a eu l'apparition de Thanos, on a eu c'était le boss de Loki. Loki, il perd dans un film, mais c'est pas grave, c'est son boss qui va arriver. Et puis après, on voit que petit à petit, en fait, les différentes personnes Ronan, etc., qui sont des ennemis, qui sont vaincus, c'est en fait les sous-fifres de Thanos. Et quand Thanos arrive, il défonce tous les Avengers. Là, ça fait un vrai enjeu. Là, globalement, on n'en a pas. Bon, déjà, premier problème. Souvent, on dit qu'un film ou un héros ne vaut que par son méchant. Et là, on a un méchant qui est détruit, premier film. Deuxième truc, c'est la qualité des films. C'est presque le premier problème, en vrai. La qualité des films. Moi, à titre perso, ça m'a fait plaisir de revoir Endgame, Infinity Wars, de revoir Civil Wars. C'est des films de temps en temps, j'ai envie de me les revoir. Et là, c'est improbable. Jamais de ma vie, j'ai envie de revivre Quantumania. Je n'ai rien appris, je n'ai rien vécu. Ce film ne m'a enrichi en rien. C'est sûr que j'ai pas du tout envie de le revoir. Et c'est le problème c'est Thor Love and Thunder avant, c'est du coup le cas de Doctor Strange. Là, on a une vraie lignée de films qui est médiocre, qui nous apprennent rien du tout. Et la problématique qui va derrière, enfin, je vais laisser un peu réagir Kerr, c'est la manière dont ces films sont faits. Kerr, qu'est-ce que tu penses de vraiment de cette baisse de qualité qui est incroyable du MCU? Moi, je reconnais que tu as tout à fait raison. Je pense que l'après Endgame, mais même avant, il y avait déjà un élément qui était la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Il faut pas se leurrer. Mais il y avait une force dans le MCU qui faisait que moi, j'étais attaché à cet univers. Et vraiment, par exemple, quand j'avais fait un été où j'avais tout recommencé depuis le début jusqu'à Endgame, j'avais pris vraiment mon pied. Parce que même s'il y avait des films qui étaient moins bien, on retrouvait des personnages qui étaient forts. Il y avait bien évidemment Steve Rogers, et je trouve que Chris Evans incarnait Captain America avec énormément de talent. On avait Iron Man, on avait Black Widow, on avait Hawkeye, on avait Thor, on avait les Gardiens qui étaient très marrants dans le premier et qui marchaient particulièrement bien. Et là, on a globalement perdu énormément de personnages. On a des personnages qui sont dans l'histoire disparus, c'est-à-dire Strange par exemple, on ne sait pas où il est parti. On a Hawkeye qui est plus que l'ombre de lui-même. On a perdu Steve Rogers, on a perdu Iron Man, etc. Et on les a remplacés dans ce qui est censé incarner l'avenir, c'est-à-dire les Young Avengers, qui sont tous soit fades, soit casse-pieds, soit un petit peu sympathiques, mais en tout cas très loin de on va dire, l'équipe originelle. Et on veut nous faire croire, accessoirement, She-Hulk a détruit Hulk aussi, donc Hulk n'est plus que l'ombre de lui-même, et on va nous faire croire que cette équipe des Young Avengers va porter le public jusque dans la salle. Moi, j'ai du mal à y croire, je sais que toi aussi, t'es sur ce point-là. Et tu parlais de Kang, tu parlais du fait que Kang se prenne une raclée dans le premier. On est d'accord que, et je l'ai dit je crois dans la précédente vidéo, j'espère que c'était pas dans celle-là, sinon j'aime répéter, mais l'introduction de Thanos dans le MCU, alors toi tu as très justement parlé du fait qu'il a envoyé ses sbires avant, ses sbires se vautrent, c'est pas grave parce que le patron il est dans son siège peinard
et il met un bon taquet à Ronan, il humilie Loki, etc. Mais on le voit pas en action. Quand on le voit en action, c'est dans le vaisseau des Asgardiens. Il les a tous massacrés. Heimdall y passe alors qu'il était là depuis des lustres. Thor se prend une dérouillée. Hulk, qui est censé être imbattable, se fait marcher dessus comme pas possible. Et puis on a Loki qui meurt. Ça, c'est l'introduction de Thanos. L'introduction de Kang, c'est on a un mec mégalo dont on comprend pas le concept parce que, et je vais revenir dessus, extrêmement problématique. Et il se fait prendre une raclée par des fourmis et il meurt. Il meurt. Et derrière, on nous montre une assemblée de Kang qui sont tous ridicules. Comme je disais dans la critique de Ant-Man, les 3 que l'on voit et qui discutent ont des cosplays de la Japan Expo. Les autres qui sont dans l'assemblée, c'est hyper malaisant et ne représente absolument pas ni charisme, ni menace, rien du tout. Et on veut nous faire croire que ce super-héros, ce super méchant-là, qui est déjà mort dans Ant-Man, va être la méga menace de la phase 5 et de la phase 6. Mais là, moi, je vous le dis honnêtement, j'ai vu Ant-Man, Quantum Mania, j'ai vu Kang, j'ai vu la manière dont il traitait Kang. Je m'en fous d'Avengers, les 2 suivants. Je n'en ai rien à faire. Ils vont ramer de ouf pour me donner de l'intérêt à ça. Parce qu'il y a un autre élément qui est, moi, je trouve très problématique avant de parler de la qualité des films, et ça, je te donnerai la parole, mais c'est depuis qu'ils ont foncé dans le multiverse, ils ont ouvert la porte des variants, ils ont ouvert le monde quantique, j'ai l'impression qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore du what the fuck, qui leur permet de nous faire des scénarios complètement tarabiscotés et qui leur permet de nous raconter absolument n'importe quoi. Et on va sortir déjà, tu vois, moi j'ai eu une discussion avec un ami autour de ça. On était complètement, on n'avait pas du tout les mêmes interprétations du multiverse, de qui est des variants, de ce qui a été créé dans Endgame ou pas, des différentes dimensions. Là, le monde quantique, on se découvre en fait que c'est un univers complètement à part, qui est une nouvelle trilogie Star Wars qui s'est glissée dans l'infiniment plus petit. Donc en fait, je me dis, mais ça tombe, là, dans l'infiniment plus petit que mon téléphone, il y a un duel entre Indiana Jones et Star Trek, mais c'est incroyable. Mais je ne pensais pas. Non, moi, je pensais que l'infiniment plus petit, ça allait être au niveau atomique, etc. On allait avoir des choses qui étaient intéressantes. Non, ils sont allés nous pondre n'importe quoi, et en fait, scénaristiquement, ils nous perdent complètement. Et je pense que ça va être un énorme problème. Parce que si tu te présentes face au grand public avec l'idée de faire mieux qu'Endgame, qui nous balançait tous les super-héros qu'on avait eus depuis 10 ans, des acteurs et des personnages charismatiques, des films qui avaient marqué, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé Le Soldat d'hiver, j'ai beaucoup aimé Les Gardiens, et je trouve que l'intro de Infinity War et surtout sa conclusion faisait que Endgame, mais t'avais grave envie de le voir parce que t'avais envie de voir comment ils s'en sortent, puis t'avais envie de voir tous les snappés revenir et se battre contre Thanos. Là, ça va être quoi? Ça va être se battre contre un Kang qui a déjà été vaincu, dont tu comprends pas le concept, dans un multiverse qui t'embrouille complètement face à des super-héros, excusez-moi le terme, mais de pacotille, parce qu'ils ont été incapables de recast et de remettre dans le MCU pour l'instant en tout cas des personnages qui sont intéressants. Mais est-ce que tu as envie d'aller voir Kang Dynasty? Bah non, mais non. Moi, très honnêtement, tu parlais de baisse de qualité. Thor 4 est le seul film du MCU que je ne suis pas allé voir au cinéma. Est-ce que j'ai eu un seul regret de ne pas l'avoir vu au cinéma? Non. Est-ce que Ant-Man Quantum Mania, j'avais envie de le voir au cinéma? Je vais être très honnête avec vous, je ne l'ai vu que pour une chose, en parler sur la chaîne, parce qu'on est une chaîne qui parle de Marvel, et que du coup, je l'ai vu pour ça. Mais moi, j'ai une lassitude profonde du MCU. Pourquoi? Parce que les séries qu'on nous a proposées, Moon Knight, qui est un personnage que j'adore, on m'a proposé une série que j'ai trouvée extrêmement passable. Et je suis gentil. Miss Marvel, j'ai adoré le comics. Je trouvais que le personnage était frais, qu'elle apportait quelque chose, qui avait en plus la connexion avec Flèche Noire, avec les Inhumains et tout. Ça a donné quoi? Une série extrêmement passable. She-Hulk, la seule chose que je retiens, c'est que je suis amoureux de Tatiana Maslany. C'est tout. Et de la fin qui était un peu originale. Mais sinon, She-Hulk,
c'est mauvais. Ça a détruit Hulk. Il y a plein d'autres éléments qui sont comme ça. Donc moi je suis lassé. Même Wakanda Forever a plein de défauts, même si c'était divertissant. Doctor Strange 2 m'a gavé. Alors je l'ai revu, je l'ai trouvé plus sympa que la première fois, mais il m'a gavé. Le Thor Love and Thunder aurait pu être 1000 fois mieux, même s'il y a des choses qui sont intéressantes, comme la fin avec Love. Mais globalement, ce qu'on nous pond là, c'est pas terrible. Alors quand on a les fans de Marvel qui sont en train de faire des pirouettes pour troller les fans de DC, mais j'ai envie de dire, mais restons lucides les mecs. Ce que nous propose Marvel depuis des années, c'est un mot qui commence par un M et qu'on n'a plus le droit de dire sur YouTube. C'est tout. On pourrait avoir 1000 fois mieux avec des personnages qui sont là depuis des décennies dans les comics et qui ont été traités dans certains arcs de manière 1000 fois mieux. Il n'y a pas, et je vais vous le dire, regardez la vidéo d'ici qu'on a fait, il n'y a pas un seul projet dans la phase 5 et la phase 6 qui me chauffe plus que l'adaptation du comics de Supergirl, Woman of Tomorrow. Il n'y en a aucun, et je n'ai aucune attente particulière sur les Gardiens de la Galaxie 3. Pourquoi ? Parce que j'ai vu le 2 qui était loupé et parce que j'ai vu l'épisode de Noël. S'ils sont capables de pondre l'épisode de Noël, pourquoi est-ce qu'ils me pondraient un chef-d'œuvre avec le volume 3, même s'il y a Adam Warlock ? Peu m'importe. La présence de personnages iconiques de Marvel qui ne sont pas encore arrivés, genre Sentry, Nova, là les 4 Fantastiques, etc. Mais qu'est-ce qui me garantit que ça va être bien quand j'ai vu MODOK aussi pourri dans Ant-Man ? Non, rien. Il n'y a rien qui est rassurant dans l'avenir du MCU. Rien du tout. Moi, je suis lassé, j'en ai marre. Voilà. Merci Kerr. En tout cas, c'était, comme vous l'avez vu, c'était vraiment une vidéo qui nous tenait à cœur. C'est quelque chose qui a démocratisé la culture, qui était la culture de notre adolescence et puis de jeunes adultes. Et du coup, de la voir un petit peu péricliter en ce moment, ou en tout cas être dans les ombres heures, et ça nous rend un petit peu triste. Donc on espère qu'ils reviennent encore plus fort. Et puis ce serait marrant que DC revienne et soit en forme là où Marvel ne le serait pas. Après ça c'est le meilleur des scénarios, parce que le plus mauvais des scénarios c'est en fait les deux sont en panne et tout le monde dit en fait il faut, et arrête. Donc ce serait dommage, et ce serait dommage pour l'ensemble du cinéma, parce qu'il faut rappeler que le MCU c'est quelque chose qui ramène beaucoup de gens en salle et qu'il y a besoin que les salles soient remplies. Voilà, des bisous à tous, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite. Ciao, et merci au Patreon, pas du tout, merci aux tipeurs, ciao ciao.